Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, madame, monsieur. Bienvenue à ces nouveaux numéros de Plateau Spécial, émission au cours de laquelle nous allons échanger autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, j'ai sur ce plateau comme invité monsieur Jean-Marie Kassamba. Bienvenue à vous. Merci. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir. Avec plaisir, moi aussi. Alors, monsieur Jean-Marie Kassamba, j'aime rappeler que vous êtes professeur des universités, également professeur à l'ENA. Vous êtes géostratège, journaliste et analyste politique. Ça vous va comme présentation? Oui, synthétisé, oui. Ouais, synthétisé. Et donc, avec vous, nous allons échanger autour de cette question qui taraude tous les esprits depuis, on va dire, plus de 20 ans maintenant. Il s'agit de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le 37e sommet de l'Union africaine a été clôturé. C'était dans la journée du dimanche, 18 février, à Addis Abeba. La Mauritanie a pris la présidence tournante de cette organisation après la gestion du Comore. Plusieurs dossiers ont été abordés au cours de cette rencontre diplomatique. Il s'agissait notamment de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous l'avez appris, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait dans son discours dénoncé pour la énième fois l'agression rwandaise dans cette partie orientale. Nous en parlons avec Jean-Marie Kassamba. Nous allons également revenir sur les consultations avec l'informateur Augustin Kabouya, qui doit dégager la majorité parlementaire qui finira par donner un Premier ministre pour avoir un gouvernement. Et donc, quel type de Premier ministre, pour quel gouvernement, avec quel objectif? Nous en parlons également avec les géostratèges. Plateau spécial, c'est parti avec Jean-Marie Kassamba. Vous avez suivi comme nous tous d'ailleurs, le Congolais. Oui, c'est un énième sommet d'Addis Abeba où on est revenu longuement sur la RDC pour Félix Tshisekedi. Oui, pour la paix, mais pas à n'importe quel prix. Comment avez-vous pris, vous, de votre côté, d'abord ces déclarations? Merci de l'invitation. Moi, je pense qu'il n'y a rien de nouveau qui se passe au sein de l'Union africaine. Il n'y a rien de nouveau qui se passerait au sein de l'Union européenne, ni au niveau des Nations unies, sur la situation de la République démocratique du Congo. Et ceci date depuis des années 60, lorsque les gens ont eu comme l'impression que l'indépendance accordée par la Belgique était une erreur, parce que cet espace contenant énormément de matières premières stratégiques devrait être exploité par tout le monde. Mobutu, qui était un agent... Tout le monde, c'est-à-dire toute la communauté internationale. Oui, bien évidemment, ouais. Parce que à Berlin, lorsqu'on a partagé l'Afrique, le sujet majeur, c'était comment faire de la situation de l'État indépendant du Congo, qui a été cédé à la Belgique plus tard en 1908. Et c'est ce qui a déterminé d'ailleurs la sécession katangaise. Parce que la Belgique, qui utilisait les eaux minières au Katanga avec toutes les matières premières stratégiques, vous rappelez-vous que la bombe d'Hiroshima a été notamment approvisionnée par nous pour aller terminer la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Et donc, la communauté dite internationale occidentale, voulais-je dire, les capitalistes, ont toujours considéré la RDC comme étant un espace qui doit servir d'approvisionner, d'alimenter toutes les industries mondiales. Et que les dirigeants qui sont en RDC doivent faire allégeance, sinon on leur mène une vie dure le plus tôt possible ou le plus tard possible. Le plus tôt possible, c'était avec Patrice Emery Lumumba, parce que lui, il voulait que l'État congolais nouvellement indépendant soit réellement indépendant et qu'il puisse commencer à exploiter ses matières premières, etc. On l'a zigouillé en 1961. Quand Kasavubu, qui était, on va dire, faible, lui, a essayé de gouverner un tout petit peu, ça n'a pas fonctionné parce que l'équipe de Mbinza,
qui étaient recrutés, les jeunes universitaires comme les Mbomboko, les Mobutu, les Tshisekedi, etc., ces jeunes gens, la CIA les préparait à gérer le pays sous leur gouvernement. Et en 1965, le 24 novembre exactement, Mobutu a pris les commandes effectives de la RDC. Et comme on était pendant la période... Sur la houlette, justement, de cette communauté internationale. De la CIA des États-Unis. Mobutu a été le pion de la CIA des États-Unis. D'abord, pour faire face au communisme, il faut se rappeler que ce qui s'est passé en Angola, ce qui s'est passé dans toutes ces parties communistes, y compris Congo-Brazzaville, Mobutu était l'élément le bras armé des États-Unis contre un peu tout cela. Il a joué ce rôle jusqu'en 1974. Je fais ces rappels historiques pour que vous compreniez. Je vais atterrir à Addis Abeba. Lorsqu'il se rend compte que la crise pétrolière change la donne, les matières premières, c'est-à-dire le cobalt, les cuivres, etc., baissent. Ce qu'on appelle les termes de l'échange baissent. Et Mobutu découvre toute l'injustice de la communauté internationale. Il fait son fameux discours aux Nations Unies, où il rappelle toutes les injustices, etc. Tous les problèmes de Mobutu commencent en 1974. Parce qu'il devient clairvoyant. Il dit, mais enfin... Et comme il avait commis l'erreur de désarianiser avant, parce qu'il s'est en plus attiré le foudre des gens qui avaient mis leur argent ici. Oui, erreur pour la communauté internationale, non pas pour le Congolais. Hein. Oui, mais pour eux, le Congo, c'est un marché. Oui. Il y avait ici les Portugais, les Français, les Belges, etc. Mobutu a nationalisé, même les Sénégalais ont été chassés. Là, c'est encore un ennemi de plus. 4 ans plus tard, même CIAE fabrique des opposants à Mobutu. La fameuse lettre de 52 pages des 13 parlementaires, c'est une opération de déstabilisation de Mobutu qui était devenu rebelle. Et on a fait la guerre au Katanga avec les gendarmes katangais qui étaient en Angola contre Mobutu. Mobutu a recouru notamment aux mercenaires, notamment aux para-français, notamment aux Marocains, notamment aux Tchadiens, et il a jugulé tout cela. Et il a fait chantage maintenant aux Américains. Attention, si je suis mis en difficulté, je vais voir les Russes ou les communistes vont prendre des pays. Et on l'a gardé comme ça. 78, 80, on injecte chez nous maintenant les ONG des droits de l'homme, dont Amnesty International. Moi, je vis pour la première fois en 1981, Amnesty International en Bujimaï, à Katekelai exactement. On a fabriqué des gens, soi-disant, il y a eu des massacres des créateurs à Katekelai. L'intention, c'est de déstabiliser justement les dirigeants du pays. Et Mobutu a été déstabilisé durant tous les années 80. En 89, avec la chute du mur de Berlin, là on dit bon, ça stop, c'est bon, c'est fini, on n'a plus besoin de Mobutu. Et avec le phénomène de conférence nationale, etc., on appuie les opposants, on appuie la déstabilisation, etc. 7 ans plus tard, en 1997, c'est-à-dire qu'en exactement 94, 92, 94, après l'échec des accords d'Arusha, Arusha, c'est les rebelles qui étaient en Ouganda, l'APR à l'époque, qui était maintenant fabriqué par Kagame, qui était formé aux États-Unis par toujours, même CIAE, pour jouer le rôle maintenant de la géopolitique dans la sous-région. Allez, on fait cette guerre inter-rwandais qui donne les génocides. Et pendant les génocides, il y avait les Nations Unies qui étaient là, financées par les Américains. Les Américains ont dissuadé les Nations Unies de ne rien faire parce qu'ils avaient leur objectif, c'est chasser Habyarimana, pro-français, pour qu'ils puissent occuper le Rwanda. Parce qu'ils avaient déjà l'Ouganda à côté. Ils ont imposé à Mobutu d'ouvrir les frontières. Kengo Odondo, Premier ministre, de laisser passer ces réfugiés Hutus avec armes et bagages. Ils ont cassé l'écosystème chez nous. Avec armes et bagages, toujours dans l'intention. Toujours dans l'intention d'abord de faire partir Mobutu, avec Kagame comme pion dans la sous-région des Grands Lacs, et Museveni en sus. Et cette déstabilisation était orchestrée. Les massacres de Tingi-Tingi, tout ça, qui a massacré ces gens? Qui avait l'hélicoptère? Kengo Wadonde est encore vivant. Il a posé cette question à cette époque. Ce n'était ni les Aïrois, ni moins encore les rebelles qui étaient là-bas. Non, ce n'était pas eux. C'est
les Américains eux-mêmes avec les Rwandais, etc., etc. Et donc, Musée, qui faisait sa résistance depuis en Tanzanie là-bas, pour maquiller cette montée, ou si vous voulez, les ruées vers la déstabilisation du Zaïre, on dit voilà, si on peut trouver quelqu'un de crédible. Et Musée arrive, oui, on dit non, voilà, on veut chasser Mobutu et accompagnez-nous. Oui, on veut chasser Mobutu pour dictature, voilà. Officiellement. Officiellement. Voilà. Officiellement. Ouais. Alors, Musée dit oui, d'accord, bon, d'une pierre deux coups, moi j'ai fait ça pendant 30 ans, si ça peut aider. Musée entre dans la ligne. Au fur et à mesure qu'il avance, il entend. Le Rwandais prendre les dessus. Les Rwandais disent oh non, 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 nous, faut qu'on contrôle la RDC. Mais on a dit on chassait Mobutu pour nous, les Congolais, les véritables Congolais. C'est quoi cette affaire? Il arrive à Lubumbashi, les Bougères étaient déjà à Kinshasa, etc. Il les surprend. Contre toute attente. Il se proclame président de l'AFDL et de facto président de la République, alors qu'il n'était que simple porte-parole. Donc il prend les États-Unis des coups. Oui, des coups. C'est les États-Unis qui soutiennent. Parce qu'il avait signé même les accords avec les Canadiens, les Américains, alors qu'ils étaient rebelles, pour l'exploitation des matières stratégiques. Je m'en souviens, oui. 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 Bon, il s'est autoproclamé président, oui, d'accord, on va voir comment ça se passe. Il vient ici, il joue un peu le jeu à Kinshasa. Les partenaires, bon, voilà, venez, vous nous avez aidé, tout ça, c'est bien. Et Tshisekedi, le père, Étienne, clairvoyant, parce qu'il connaît les Américains, parce qu'il connaît tous ces gens, les Black Caucus et tout ça, il connaît les sénateurs américains, il connaît Tshisekedi. Il dit à Musée, attention, ces gens-là avec lesquels tu es venu, il faut les renvoyer rapidement, les prendre, qu'ils nous donnent la facture. Et il faut qu'ils rentrent. Et on va rester entre nous, comme au bout, moi je l'ai combattu à l'interne ici. Et parce que Musée ne faisait nommer que les gens de l'IDPS, tout le long. Les chadars ici ont été nommés, les gouverneurs, etc. Musée, il se rend compte, ah c'est vrai, ces gens, il faut qu'ils partent. Parce qu'ils sont venus ici pour piller les richesses. Je vous ai dit que en 97, Musée était là. Quelques mois plus tard, 98, les gens ouvrent les yeux, enfin les Rwandais qui sont venus avec lui, commencent maintenant à chicoter les Congolais, à piller les villages. À mater le Congolais. Mais vous êtes venus pas pour ça. Il faut rentrer chez vous. Et ça, c'est sous la bénédiction des États-Unis, on va le dire ici, qui a permis... Les Américains ont dit, mais enfin, ce type-là, il n'est pas clair, hein. Vous avez dit, attention, ces pays, c'est le nôtre. On doit s'en préoccuper. On lève l'option. Madeleine Albright, secrétaire d'État américain, lève l'option qu'il faut en finir avec Musée. 2 ans plus tard, Musée a été assassiné. Et les Rwandais ont fait la guerre avec la bénédiction des Américains, des Anglais, des Français, etc. Via les RCD, via le MLC, avec Jean-Pierre Bemba, via les Boussania-Mouissi. Tous ces gens-là étaient sous couvert, ces gens-là. Comment ils étaient approvisionnés en armes? Comment ils voyageaient dans le monde? Avec quel passeport? Alsan City, qui a piloté toutes ces négociations? Qui les a financées? C'est eux. Et pendant tous ces temps, on exploitait les matières premières. Alors justement, c'est là où on se questionne. Et c'est pour cela, ils veulent exploiter les matières premières. J'atterris maintenant, et en faisant une petite digression, Joseph Kabila, on l'avait pris pour un naïf. Lui était plus malin, il a duré plus longtemps. Et dès qu'il a eu l'argent, le 9 milliards des Chinois, la guerre a été déclenchée, alors frontale. Jusqu'à ce que, stratège qu'il était, il a dit non, je préfère passer la main à un compatriote, un Loba comme moi, et peut-être, comme il était avec eux avant, ils vont le laisser faire. C'est pour ça que Kabila a été mis de côté. Tshisekedi arrive de bonne foi. Il dit, mais finalement, ces gens, ils ne sont pas si méchants que ça. Je peux faire
la coopération avec eux, les Américains. Oui, mais justement, c'est là la question. Puisqu'ils viennent au Congo pour exploiter les richesses. Oui. Alors, vous parlez justement de Tshisekedi qui lui dit, mais si vous voulez exploiter les richesses, venez sur une table, comme ça on négocie, vous allez exploiter les richesses et nous allons gagner. De bonne foi. De bonne foi. Et où est le mal donc? Eh bien, le mal est que, et ils ne veulent pas seulement la coopération économique. Ils veulent de l'influence et l'occupation de terrain. Au Rwanda, ce sont des petits pays, ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'espace. Donc, au-delà de l'exploitation des richesses, il y a l'espace, il y a le terre qu'ils cherchent. Oui, bien sûr. Alors, mais qu'est-ce que les États-Unis viennent faire justement derrière la recherche des terres du Rwanda? C'est parce que ils veulent utiliser le Rwanda comme agent traitant qui non seulement va régenter l'espace en prépositionnant ses propres populations, Tutsis majoritairement, enfin parce que les Tutsis sont minoritaires, mais de leur donner des terres arables comme dans les Massissi, et que ces terres, comme il y a des richesses là-bas, ils peuvent exploiter à partir du Rwanda qui, entre guillemets, comme les Belges avaient fait à l'époque, et les Tutsis sont intelligents, bons gestionnaires, etc., ils sont plus raisonnés, et ils peuvent, eux, d'une manière cartésienne, nous aider à exploiter ces matières premières d'une manière scientifique, on va dire comme ça. Et le Congo est trop grand pour laisser aux Bantous gérer. C'est comme ils ont dit, la même chose de l'Ouganda, plutôt du Soudan. Le Soudan est trop grand. Oui. Les Bantous du Sud, les chrétiens, il faut les séparer de musulmans du Nord. Ils ont créé les Darfour. Officiellement, non, il y a des tueries là-bas. Ils ont créé les Darfour avec un résultat négatif aujourd'hui. Hein. Mais c'est ce qu'ils cherchent en réalité. Ils cherchent des résultats négatifs. Oui, il n'existe aucun pays, je dis bien, il n'existe aucun pays où il y a eu une intervention américaine et qu'après ce pays est devenu une démocratie. Alors on va revenir justement à la RDC. Ces Américains qui veulent la richesse, les Américains, les Anglais, les Français, veulent la richesse, les Occidentaux d'une manière générale. Oui. Félix Tshisekedi, puisqu'on en parle, a fait autant de voyages en Europe, justement, ou en Occident, autant de sorte que même les Congolais l'ont traité des voyageurs, pigeons voyageurs. Oui. C'était pour rechercher justement cette collaboration. Pourquoi n'a-t-on pas pu avoir cette collaboration? Mais pour la simple raison que le capitalisme a ceci des cyniques que l'option levée sur un sujet ne change pas, quelle que soit la personne en face. Même si vous venez flatter 50 000 fois, lorsque eux ils disent que nous voulons ça, ils vont s'en tenir qu'à ça. Dites-nous, Chabaka Samba, est-ce qu'ils auraient perdu de travailler avec le gouvernement de Kinshasa? Oui. Ils auraient perdu quelque chose? Ils auraient perdu parce que vous laissez un pays immense comme le nôtre, avec des richesses incommensurables, s'organiser, ça devient une grande puissance. À la fois. Oui, une grande puissance comme l'Afrique du Sud. Plus que l'Afrique du Sud. Plus que l'Afrique du Sud. C'est où? Plus que le Nigeria. Oui. Le Nigeria n'a que le pétrole. On a créé Boko Haram, pourquoi? Parce que dans le delta du Niger, il y a énormément de pétrole. Les Français, à l'époque, ils avaient créé Biafra. On a contenu ça. Et les Occidentaux ont créé Boko Haram pour diminuer l'influence du Nigeria, qui a adhéré aujourd'hui aux BRICS. Ok, donc diminuer l'influence de tous les pays qui semblent... Mais bien évidemment, vous pensez que l'apartheid, lorsqu'on termine avec l'apartheid, Mandela arrive, on dit non, Mandela il est bien parce que lui il nous aime bien, et il ne va pas collaborer, etc. Et on savait que Mandela était malade, était vieux, donc il n'allait pas rester longtemps. Quand l'ANC arrive, avec les Ramaphosa et les autres, oh, il y a les Black Caucus là-bas. Enfin, il y a en Afrique du Sud l'envie de gérer l'économie. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On retire la bombe atomique. Parce que l'Afrique du Sud préparait déjà la bombe atomique. 2. Les Blancs gardent les secteurs vitaux, les banques, les mines, etc. On crée les ghettos, on crée Malema. Vous connaissez Malema? En Afrique du Sud, la jeunesse, le sulfureux Malema, là, qui est contre l'ANC, etc. Et on finance Malema. On finance Ngata en Afrique du Sud. Boutelesi. Pour diminuer l'influence des Noirs en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est une puissance relative.
Il y a des coupures de courant en Afrique du Sud. Si vous allez dans les townships, vous allez à Soweto, c'est pas aussi développé que ça. À Johannesburg, il y a des zones là où habitent les Congolais. C'est plus ça. À réduire l'influence bien évidemment du Sud-Afrique. Bien évidemment. La seule puissance qui pouvait tenir économiquement, c'était la Libye. Parce que la Libye était très bien organisée avec Kadhafi, avec beaucoup de pétrole, beaucoup d'argent, il y avait des fonds souverains puissants. On a fini par tuer Kadhafi. Et donc la RDC, on ne peut pas laisser la RDC tranquille. Pourquoi? Parce que Tshisekedi arrive, il manifeste la bonne foi. Kagame et l'air disent attention, moi si j'entre dans le jeu de Tshisekedi, ils vont s'organiser. Au bout de 5 ans, ils seront riches et stables. Il faut qu'on trouve nos prétextes là. Au M23. On va susciter ça. Parce que le M23, ils avaient fui, ils étaient finis, ils étaient en Ouganda là-bas. Ils disent non, non, on les garde ici, on les a ici. On peut activer ça. Donc activer, si je suis bien le processus de votre développement, oui. Déstabiliser les différents présidents de la RDC jusqu'à atteindre Félix Tshisekedi qui commençait déjà à sortir la tête à cause de la bonne foi, toujours dans l'intérêt d'épuiser en République démocratique du Congo. Il faut le dire tout d'égo. Les problèmes qui arrivent à Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est les 7 milliards de Chinois renégociés dans les contrats de Joseph Kabila de 9 milliards. Kabila avait obtenu 9 milliards. On lui a fait la guerre, notamment les Fonds monétaires internationaux. Moi, j'ai vécu ça, parce que Strauss-Kahn était là, PPTE, Initiative PPT, Moussa était Premier ministre. On a réduit à 6 milliards. 6 milliards oui. Il y avait 3 milliards qui étaient dans les pipes. On a utilisé à peine 2 milliards et quelques. Les Chinois disaient, mais utilisez votre argent. Les Occidentaux, non, 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 il faut parler là-bas. On a diabolisé les Chinois, etc. Et quand Tshisekedi devient président, l'objectif numéro 1 des Américains, c'est de chasser les Chinois de la RDC. Parce que les Chinois contrôlent nos mines à plus de 60%. C'est de résilier, pas de révisiter, résilier les contrats chinois. Alors que nous bénéficions justement de ces contrats. Mais je vous explique, et Tshisekedi ne l'a pas fait. C'était aussi de supprimer le code minier laissé par Joseph Kabila. Tshisekedi ne l'a pas fait. Ah, ce type, il est aussi nationaliste comme les autres. Et Tshisekedi fait mieux. Il demande à Linguet et les autres, allez, il faut qu'on revoie un peu ce contrat avec les Chinois. On voit les comptes, et les Chinois disent, oui, mais il y a l'argent. Et on le revoit même à la hausse. Et les Chinois disent, on a 7 milliards pour vous. Et d'ailleurs, les premiers décaissements au mois d'avril, 300 millions. Mais attention, ces gens, ils vont repartir. Parce que la Banque mondiale, les Fonds monétaires, l'Union européenne, tous ces gens qui étaient soi-disant partenaires stratégiques, ils nous ont donné combien? Mais même pendant Covid. Pendant qu'il négocie avec les Chinois, moi je l'ai suivi. Oui. Il a toujours dit qu'il travaille avec les Chinois tout en laissant la possibilité à d'autres partenaires de pouvoir bénéficier aussi de... Ils ne veulent pas entendre parler de ça, les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle le point de vue de la bonne foi. Mais ils regardent la résultante de votre démarche. Vous organisez votre armée, vous allez vous défendre contre quiconque voudra vous agresser, on ne va pas vous laisser. On fait semblant de dire, non, on a levé l'embargo, vous pouvez acheter les armes, etc. Mais chaque fois qu'on achète des armes, on complique la livraison. Demandez aux stratèges que nous sommes, toutes les commandes que nous avons passées, la RDC, soit les sociétés qui nous livrent les armes, on les complique pour les transports, soit le mois de paiement, soit la livraison, soit l'atterrissage a eu lieu dans un autre pays. Il y a même des avions qu'on détourne. Alors justement, quand il dit la paix, oui, mais pas à n'importe quel prix, de quel prix dont il parle là? N'importe quel prix là, c'est... Mais le prix de l'aliénation. Oui. Le prix de l'acceptation que le pays soit balkanisé, le prix de la compromission. Et tous les présidents qui se sont succédés au Congo finissent par comprendre que nous sommes en danger. Mobutu l'avait compris en 72. Il a changé d'avis. Mouzé l'avait compris quelques mois plus tard. Il a changé d'avis. Joseph Kabila l'a compris depuis 2009. Lorsque toutes les promesses qu'on lui avait données pour développer le pays, ça n'arrivait pas. Il dit, ah ben, c'est comme ça. Allez, les trocs avec les Chinois. Et qui c'est qu'il a compris? Allez, 3 ans après,
Il dit, mais Kagame, en réalité, ce n'est que le point de passage. Lorsque Kagame dit, je ne vais pas mourir seul, il a juste envie de dire, non, mais attention, les gens qui m'envoient, je vais les balancer. Mais il ne va pas les balancer. Parce que, regardez, pendant que notre président et les autres étaient à Addis Abeba, l'Union européenne signe un protocole cadre de coopération avec le Rwanda. Au grand jour. Et lisez-moi ce protocole. On dit que le Rwanda regorge de matières premières stratégiques. Et on les cite même. Vous connaissez la géologie sous-régionale. Citez-moi les provinces du Rwanda où vous trouvez les titanium, vous trouvez toutes ces matières premières stratégiques. C'est dans quelle région? Dans quelle province? Parce que pour eux, le fait que le Rwanda contrôle le nord, la partie nord de notre pays, le Rwanda désormais peut leur approvisionner en matière première. Oui, mais c'est pas ce que le Rwanda donne comme impression. Justement, vous avez suivi comme moi, il y a un communiqué qui a été signé dans lequel il dit ceci. Les autorités rwandaises dénoncent l'indifférence de la communauté internationale devant le renforcement militaire considérable de la RDC aux frontières. Dilatoire. Nous dénonçons la communauté internationale, le Rwanda dénonce également la communauté internationale. J'ai dit dilatoire. 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 Pourquoi dilatoire? Parce que, comment voulez-vous qu'une communauté internationale peut être indifférente à l'égard du Rwanda lorsque l'Union européenne, qui est la première puissance occidentale, ça veut dire l'OTAN, signe un accord stratégique avec les Rwandais. Lorsque la Pologne livre des armes stratégiques de défense aérienne au Rwanda, la Pologne c'est l'OTAN. Et qui a laissé entendre clairement qu'en cas d'escalade... Le président polonais, les Polonais disent, en cas d'agression contre le Rwanda, nous on va vous défendre. Exactement, oui. Mais c'est comme si l'OTAN dit, en cas de problème contre le Rwanda, nous on sera là. Mais c'est là où... Je crois que comme les téléspectateurs, certains téléspectateurs, en tout cas, moi je ne comprends rien, dans la mesure où c'est nous qui détenons la richesse, l'autre ne détient rien du tout, mais c'est lui que l'on soutient. Ça s'appelle l'exploitation par procuration. Mais exploitez nous-mêmes. Non, mais parce que si vous allez vous exploiter vous-même, c'est comme l'Iran. Lorsque l'Iran était avec les Shah pro-américains, les Américains utilisaient le pétrole iranien. Et l'Iran était faible. Il y avait des misères au Liban, ou plutôt en Iran. Mais lorsque Khomeini arrive, qui était en exil en France, avec la révolution, il s'accapare de toutes les richesses iraniennes, notamment le pétrole. Les Américains ont fui, on les a chassés là-bas. L'Iran s'est développé. Aujourd'hui, l'Iran, c'est une grande puissance militaire, économique, financière, malgré les sanctions. Idem pour la Russie. Oui, idem pour la Russie. Idem pour l'Inde. Et surtout pour la Chine. On ne peut pas laisser la République démocratique du Congo s'armer. Quand le Rwanda dit « Ah oui, mais il s'arme », mais c'est légitime que le Congo s'arme. Oui, mais il amasse les troupes sur la frontière. Mais c'est normal. La communauté internationale est en train d'observer passivement que la RDC est en train de se préparer pour la guerre. D'abord, ce que fait Félix Tshisekedi en s'armant, c'est rien par rapport aux préoccupations, aux dangers que nous guettent. Oui. On devait militariser, je dis bien militariser, toutes nos frontières, y compris avec Brazzaville ici. Qui peut oser aller se frotter à la Russie? Personne. Parce qu'ils savent qu'un Congo militarisé, c'est un Congo fort, c'est un Congo qui va régenter tout le monde, un Congo qui a des richesses, qui va pouvoir exploiter ses richesses, qui va pouvoir les vendre au prix que lui veut, et ils ne peuvent pas accepter ça. Alors justement, Jean-Marie Kassamba, lorsqu'on dit que le Rwanda, allez, les États-Unis, oui, 7 milliards, les 7 milliards, 7 milliards, il n'y a que, on va dire, moins d'un mois que cela a été signé, mais pourtant la sécurité a commencé depuis. Ouais. Ça les dérange. Ça les dérange. Et nous, les autorités congolaises, on devait les dire suffisamment à la population. Il faut
le dire à la population que Félix Tshisekedi est victime parce qu'il est en train d'amasser des moyens pour développer notre pays, pour qu'on soit autonome. Et on le combat par rapport à ça. Oui. Donc Joseph Kabila, on l'a combattu par rapport aux 9 milliards. On l'a combattu parce qu'il y avait une certaine, comment dire, résilience qui s'installait. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est victime de la même manière. Celui qui viendra demain, il sera victime de la même manière si on ne prend pas précaution. Mais justement, la MONUSCO est avec nous. La MONUSCO, c'est les Nations Unies. Non, avec autant de pays. Certains pays africains, à travers la SADC, sont avec nous. Cet ensemble ne peuvent pas faire changer de point de vue au Rwanda à ceux qui les soutiennent. La MONUSCO, c'est qui? C'est les États-unis? C'est l'Union européenne. La réunion aujourd'hui, nous sommes avec vous mardi. Nous sommes avec vous. Ça, c'est ce qu'on paye les politiquement corrects. Messieurs, Daka Machol était quoi? Secrétaire général des Nations Unies. Pourquoi il a été tué à Katanga? Parce qu'il voulait que le Congo soit stable. C'était lui. Il était pays de l'Est, enfin, c'était, je pense, suédois. Je dois vérifier sa nationalité, mais il ne voulait pas que le Zaïre soit, le Congo d'alors, soit partitionné, déstabilisé. On l'a tué, Daka Machol. L'autre secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, qui ne voulait pas du plan américain au Rwanda, on l'a empêché de s'ingérer dans la dynamique que les Clinton avaient mis en place au Rwanda. Sans parler, il n'y a pas longtemps, de Kofi Annan par rapport à la situation en Irak. Les Américains sont partis en Irak sans même consulter les Nations Unies. Kadhafi a été tué alors que Sassou Nguesso, de l'Union africaine, était à Tripoli. Les Sarkozy ont dit à Sassou, il faut décoller parce qu'on va attaquer là. Il faut décoller. Alors justement, et donc, vous qui parlez des Nations Unies, de l'Union africaine, c'est rien du tout. Nous parlons de cela parce qu'ils sont effectivement... Coquille vide. Regardez les déclarations qui sont faites superficielles. Assoumani, le Comorien qui sortait, si vous l'écoutez, on lui soufflait dans les oreilles par les autres. Non, il faut qu'il dialogue. Il faut que Tshisekedi et Kagame se mettent ensemble. Mais ça, c'est dialoguer. Mais comme le secrétaire d'État américain... Bienvenue Bakoumania me disait hier, que j'avais reçu ici hier, me disait... On met sur la même table l'agresseur et l'agressé, alors que des lois des Nations Unies existent pour sanctionner l'agresseur. Bien sûr. Est-ce que entre Israël et le Hamas, on va demander la même chose? On va dire il faut qu'Israël négocie avec le Hamas, malgré les 30 000 morts, je dis mais 30 000 morts en 3 mois de guerre, tués, du côté femmes et Hamas, enfants. Justement, du côté Palestine. Oui, il y a eu une attaque, Hamas. Mais en réponse, 30 000 morts. Est-ce qu'on a dit il faut qu'il y ait négociation? Même table, Hamas, Israël? D'ailleurs, on dit même... L'hypocrisie, la fourberie, l'hypocrisie. La communauté dite internationale n'existe pas. Félix Tshisekedi alors doit compter sur qui finalement? Parce qu'à vous entendre en tant que géostratège, vous donnez l'impression que Félix Tshisekedi, donc la RDC, est seul. Mais ça, je l'ai toujours dit depuis longtemps. Je l'ai toujours dit depuis longtemps. Et c'est une fois de plus l'occasion de le rappeler. La problématique de notre pays, ce n'est pas les opposants internes. Ce n'est pas les petites guerres de positionnement. Ce n'est pas les élections, la démocratie, les droits de l'homme. C'est l'existence de ce pays en tant qu'État. Ça, c'est capital. Si aucun dirigeant n'a rien compris de cela, nous saurons... Non, mais les dirigeants actuels l'ont compris, justement, c'est ce que vous avez dit dans votre introduction. Ceux qui travaillent avec Félix Tshisekedi, comme hier, parfois certains qui travaillent avec Joseph Kabila, ils le distraient dans les broutilles, excusez-moi du terme. Non, il faut Moïse Katumbi, non, il faut Joseph Kabila, il faut nanana, il faut... C'est pas ça le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est qui contrôle. Écoutez ce qu'a dit Herman Cohen. Herman Cohen dit au département d'État, pour nous, l'Est est sous la souveraineté du Rwanda. Pour nous. Pourquoi? C'est comme ça, c'est un acquis
Quoi que vous fassiez. Oui, ils disent non, mais votre souveraineté là, vous le dites comme ça, mais Bunagana, c'est nous qui sommes là, Masisi, c'est nous qui sommes là, enfin nous, c'est le Rwanda qui pompe les matières premières. Alors Jean-Marie Kassam, on s'en sort comment justement? On s'en sort comment? Je les rappelle ici, Félix Tshisekedi a effectué autant de voyages. Il ne fallait pas le faire. Dans le cadre de cette recherche. Il ne fallait pas le faire. Justement, aujourd'hui on parle des différents sommets organisés pour ramener la paix. Il est dit clairement, pas à n'importe quel prix, on s'en sort comment? On s'en sort, et je vous donne la clé, en misant sur la cohésion interne, en passant outre les petits détails qui nous affaiblissent. On ne peut pas garder les prisonniers, les gens à Ndolo, à Makala, ça ne sert à rien. Mais c'est pas ça non plus qui nous amène la guerre, quand même. Ça veut dire que le manque de cohésion interne fragilise notre pays. Il y a des gens qui se sentent brimés, qui peuvent vendre des informations, qui peuvent démotiver les militaires, et qui peuvent dire non, mais bon, pourquoi vous nous maltraitez, faites la guerre alors, gérez alors. Alors que, unis, en expliquant les choses, on ne peut plus clairement, en mobilisant la jeunesse. Moi, j'ai vu pour la première fois aujourd'hui, à l'école primaire, on fait chanter les enfants en mettant ça là. Dès l'école primaire. Les enfants iraniens, on leur explique que votre ennemi, c'est Israël et les Américains. Les enfants iraniens. Et ils grandissent comme ça. Les Chinois, la même chose. Les Coréens, la même chose. Les Français, il n'y a pas longtemps, on leur disait l'Allemagne, c'est votre ennemi. Jean-Marie Kassamba, ce n'est quand même pas la RDC, ce n'est quand même pas les dirigeants qui ont envoyé Nanga et Ngoma à l'Est pour aller soutenir le M23. Ça, c'est distraction. Pourquoi distraction? Mouzé a été récupéré dans les mêmes conditions. On ne peut pas se focaliser sur Nanga. Pour la simple et bonne raison. Vous parlez de la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est des gens qui sont... C'est Nanga qui devait comprendre que par rapport à la cohésion nationale, en citant Nanga, ce n'est qu'un exemple, qui devait comprendre que la cohésion nationale de la RDC ferait que ces pays soient forts plutôt que de se rendre du côté de l'ennemi. C'est pour ça que je vous explique. N'entrez pas dans les jeux. Félix Tshisekedi, il a dit d'ailleurs, non? Il a dit non, pour moi, ceux qui ont fait les réunions de Nairobi, tout ça là, ça compte pas. Et c'est ça la vérité. En même temps qu'il dit ça, il faut aussi en interne donner des instructions. Ne m'embrouillez pas avec vos histoires de complot tout le temps, ceci à raconter, l'ANER qui fait des billets sur qui sort avec qui. Non. Nous voulons d'abord nous concentrer sur l'équipement, nous concentrer sur la mobilisation, nous concentrer sur la formation de nos militaires, nos jeunes gens, leur donner les nécessaires. Je vous rappelle que jusqu'à la minute où je vous parle, on ne donne pas suffisamment les nécessaires à nos jeunes gens qui font la guerre. Et les gens qui, excusez-moi du terme, qui volent les moyens de défendre la République démocratique du Congo, on les connaît, on les voit. Mais ils ne sont pas sanctionnés. Oui, est-il normal, cher ami? Selon le Rwanda, le récente avancée du M23 découle directement de la décision de la RDC d'expulser en décembre 2023 la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est qui supervisait les efforts de cesser le feu et le retrait des rebelles des territoires occupés. Comment le Rwanda peut s'intéresser à la RDC qui expulse les forces de l'Est? Mais c'est faux, parce qu'on nous a attirés dans l'EAC, c'est pour mieux fragiliser notre système de défense. On a expliqué dans un premier temps que si vous êtes membre de l'EAC, fatalement, on ne peut pas s'agresser mutuellement. Oui, c'est ça, effectivement. Ce qui est faux. C'était l'intention de départ. Non, ce n'est pas l'intention de départ, c'est une stratégie d'infiltration, de pénétration. La Russie a connu la même chose. La Russie s'est rapprochée de l'OTAN. La Russie, après la chute de l'URSS, a dit non, on va maintenant travailler ensemble, etc., etc. Mais à la réunion de Munich, qu'est-ce que Poutine a remarqué? L'OTAN est en train de se rapprocher des frontières de la Russie. Oh, mais c'est stop, j'arrête avec la gestion des armes stratégiques. Il relance l'industrie militaire, la résilience, l'économie. Pendant 20 ans, la Russie s'est organisée. Nous devons nous organiser.
Nous sommes en train de nous organiser. Mais il faut qu'on les fasse. La Russie a mis un point final à l'opposition interne, aux ONG. Est-ce que vous savez combien d'ONG il y en a chez nous? Énormément. Quand ils arrivent à Kinshasa, direction Est. Pourquoi quand les gens viennent des Nations Unies, des machins, des Américains, pourquoi ils vont toujours à l'Est? Ils peuvent aller à Mbujimaï, ils peuvent aller au Bandundu. À Kananga. Oui, mais pourquoi ils vont à l'Est? C'est parce qu'ils ont installé un dispositif là-bas. Moi, président de la République, j'ai réduit alors drastiquement les ONG. Droits de l'homme, défendre machin, drastiquement. Deuxième décision, les religions. Il y a plein de pasteurs qui endorment la population. On ne les invite là-bas. Il y en a les pro-américains, il y en a les pro-français, on les invite là-bas, on leur donne de fausses prophéties, et ils viennent ici, ils endorment la population qui ne travaille pas. On les dit non, je supprime ça. Troisièmement, j'ai réduit ce qu'on appelle les nombres de partis politiques. Il y en a trop pour rien. Regardez le nombre de candidats qu'on a eu. Inutile. Et la plupart de ces partis sont creux. Aucune idéologie, aucune vie, rien du tout. C'est des individus. Voilà. Il n'y a que le A, B, C. Des compositions inutiles. Le problème, c'est que quand vous commencez à faire ça, vous avez peut-être raison, on va parler de sensibiliser l'opinion. Oui. Vous allez peut-être faire ça, mais le problème, c'est qu'à l'interne, vous avez parlé tantôt de la cohésion, c'est toujours à l'interne qu'on va se mettre à vous combattre pour vous dire que vous voulez brimer la démocratie, vous voulez brimer les droits de l'homme, etc. C'est ça le problème. Qui orchestre cela? Ce sont ces puissances occidentales. Vous voulez parler de la Chine, oui. Est-ce qu'en Chine, il y a des ONG? Il y a un peu les Ouïghours là-bas, c'est tout. Mais ils sont autant, milliards d'individus. La Chine est sous-développée. Est-ce qu'en Russie, il y a des ONG? Est-ce qu'aux États-Unis, vous avez vu comment on applique la loi aux États-Unis? Les gens qui parlent des infiltrations, mais les espions existent partout. Il faut que c'est même reconnu. Oui, mais aujourd'hui même on dit que les Américains disent même que nous allons en Russie pour recruter les gens pour infiltrer la Russie. C'est gloche même pour dire ça. Mais nous on ne devrait pas dire les Rwandais nous infiltrent. Mais c'est leur vocation de nous infiltrer. C'est à nous de renforcer notre législation, notre loi, les peines. Et vous allez voir que ça va s'arrêter tout seul. Et donc vous recommandez... La haute trahison. Oui, la haute trahison. Oui, mais la haute trahison, c'est l'arme fatale. Il faut la faire, pas pour le règlement des comptes. Un responsable, on lui dit, allez payer à manger aux militaires. Vous gardez cet argent ici à Kinshasa, vous avez une Jeep à 6 voitures, escorte devant, escorte derrière, vous habitez à GB ou à ma campagne. Allez, vous parlez justement de la mobilisation de la population qui profiterait justement à la RDC à nous rendre quand même assez libres. Mobilisation de la population. Oui, parce que cette population, elle est impuissante lorsque la communauté internationale est indifférente à l'essor. Elle s'est réveillée quand même, le 3, 4, 5 derniers jours. Oui, mais il faut l'encourager. Est-ce que vous savez, les ministres ou les gens de la sécurité, quand on voit que la population commence à se réveiller, la pression qu'ils ont, des ambassades, on les appelle la nuit, on dit mais attention, on va vos enfants qui sont en Europe, là, on va les chasser, les visas, on va vous les supprimer. Et lui, il a peur. On va vous mettre sur la liste noire. Et lui, il a peur. Et comment on envoie la police, mais non, il faut dissuader, il faut que les jeunes gens ne manifestent pas, etc. Et donc si la population on neutralise. En tout cas, ça peut apporter quelque chose de très positif. Dans toute nation, la force populaire, c'est l'arme ultime fatale. La Révolution française, c'est ça. La guerre des sécessions aux États-Unis, c'est ça. La révolution de Mao, c'est ça. La révolution bolchevique en Russie, c'est ça. Je peux vous en citer. Alors, en Iran, la révolution de Khomeini, c'est ça. Jean-Marie Kassamba, dans combien de temps entrevoyez-vous justement ces retours de la paix à l'Est, avec toutes les propositions que vous faites, mais également avec les idées qu'apporte Félix Tshisekedi? Moi, je pense que maintenant que Félix Tshisekedi est en train de redimensionner les institutions,
il faut qu'il se pose les bonnes questions. La première des questions, qu'est-ce qu'il faut pour que mon pays redevienne fort? Sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan démographique. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Des équipes qui travaillent. Pas des courtisans. Pas de courtisans, c'est que nous amène justement à parler de l'informateur ce qui va nous permettre. Augustin Kabouya, justement, oui, qui reçoit comme ça le membre de la majorité. Puisqu'on parle de la guerre, à votre avis, le gouvernement, le Premier ministre qui viendra, doit être lequel qui puisse nous permettre de nous en sortir, justement? D'abord, Félix Tshisekedi n'a pas de problématique de majorité. Il a déjà la majorité. C'est formel ce qu'il fait. C'est formel ce qu'il fait. Maintenant, il faut que le Premier ministre qui va arriver soit d'abord techniquement compétent, deux, qu'il soit travailleur, je dis techniquement compétent, travailleur. Par rapport à la guerre ou d'une manière générale? Par rapport à tout. Par rapport à tout, oui. Et trois, il ne faut pas qu'il soit faible par rapport à la classe politique qui est corrompue totalement. Parce que la classe politique congolaise, elle ne fait que du chantage. Et comme c'est le dernier mandat de Félix Tshisekedi, il ne faut pas qu'on ait un Premier ministre qui a des ambitions. Des dauphinats. Les ministres ont la même chose. Moi, je voudrais plutôt que vous liez votre analyse sur ces faits par rapport à l'insécurité à l'Est. Parce qu'il mais je suis en train de vous expliquer. Un Premier ministre qui est techniquement compétent va travailler avec le ministre de la Défense, le ministre des Finances, les ministres de la Sécurité intérieure, avec des desks spécifiques Est, avec des analyses sur ce que je vous ai expliqué ici d'une manière géostratégique. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? On a déjà compris. C'est l'OTAN qui est derrière, qui reçoit nos matières premières, qui utilise le Rwanda LPA, etc. Qu'est-ce que nous devons faire chez nous? Là, on fait intervenir la sécurité, on fait intervenir la sociologie, on fait intervenir les historiens, et on communique en donnant des vraies informations. Parce qu'on ne donne pas les vraies... Même Félix Tshisekedi, il ne donne pas toutes les informations qui lui font pression. Les Américains étaient notre partenaire stratégique. Vous vous rappelez Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis ici? Il nous a endormis pendant longtemps. Il a même mangé les foufous de chez moi là-bas. Il se mettait même en chemise pour démontrer son intégration. C'est ça le folklore. C'est ça le folklore. On les enseigne comme ça. Et les nègres, comme ils sont nègres, ben ils vont... Ah non, c'est notre ami. Et voilà, ils vous tapent sur le... Il s'intègre bien. Il ne s'intègre pas du tout. Et quand il reste maintenant chez lui, il se moque. Il rigole. Il dit, regarde, en plus, ils comprennent, enfin, ils acceptent tout ça. Nous devons avoir des analystes qui font ça. Il y a celui-là, là, ils nous blaguent. Mais les Maliens l'ont fait. Les Burkinabés l'ont fait. Les Nigériens l'ont fait. Est-ce qu'ils sont morts? Les Américains même sont revenus voir les Nigériens. Et ils sont en train de travailler avec eux en ce moment. Comme les Américains sont partis voir les Vénézuéliens. Lorsqu'on tue Chavez, on dit Maduro, il faut en finir. Il y a eu la résilience vénézuélienne. La preuve, travailler avec eux. Et donc, Jean-Marie Kassamba, un gouvernement qui ne négociera pas avec le M23, mais qui négociera avec le Rwanda, comme le dit Félix Tshisekedi, pour terminer. Il faut négocier avec l'OTAN. Même pas le Rwanda. Avec l'Union européenne, avec les Américains, en leur disant les choses claires sur la table. Autant vous le faites avec Israël, autant il faut le faire avec nous. Parce que le Rwanda va dire, officiellement, on a notre génocide, les génocides. Si jamais nous, et là Tshisekedi il est intelligent, on lance la première bombe au Rwanda, vous allez voir la sympathie. Et on va nous organiser... La sympathie internationale. Ah, messieurs. À la minute même. Mais chez nous, ça, il pleut de bombes, justement. Il y en a 4, 5, 6. Oui, mais c'est comme les bombes qui pleuvent
en Palestine, les bombes qui pleuvent au Liban, en Syrie. Qui s'émeut de ça? Et donc, Félix Tshisekedi ne doit pas attaquer, hein, c'est ce que. Mais il est fin. Comment? Il est fin. Ouais. Il passe par les Ouazalendo, il passe par mais en même temps, il s'équipe un peu. Et attention, il est en train de s'équiper là. Bon, il faut le bloquer par là. Quand ils sentent qu'on est en train d'avancer, on fait activer la sous-région. L'Angolais, Ramaphosa. N'oubliez pas que Ramaphosa, c'est BRICS. Exactement. N'oubliez pas que le Burundi, depuis Nkurunziza, qui était avec Joseph Kabila en bonne intelligence, Ndayishimiye a suivi la lignée de Nkurunziza. Et donc ce sont des pays avec lesquels on peut compter. Oui, mais parce qu'eux, ils sont dans la même dynamique. J'ai vu le Burundi accuser nommément le Rwanda également. Oui, Ndayishimiye est dans la même dynamique que Nkurunziza, c'est la même école. Ramaphosa, c'est pas lui qui a fait le procès contre Israël là par rapport à la Palestine, c'est le BRICS, c'est le Nigeria, c'est l'Algérie. Et nous, nos diplomates à nous devraient analyser qui peut être avec nous, qui peut nous aider. Pas, vous allez avec les Kenyans. Mais les Kenyans contrôlent notre économie ici, finance. L'épargne des Congolais, quand elle est partie. Les Kenyans, ils sont avec les Rwandais, les AC. Ah oui, c'est comme ça on a demandé au truc le président vient, il sourit là, lorsqu'il y a eu la prestation de serment. Mais il venait de la réunion qu'il avait tenue avec les Gagamé là-bas, avec les Angolais, etc. Le président angolais était ici, mais le président angolais était sur la plateau continental ici. Les Angolais nous pompent notre pétrole. Il faut identifier. Avec qui il faut travailler. Est-ce que vous pouvez donner un mot d'espoir, hein? Je parle là aux géostratèges qui voient très bien le contour de la chose. Est-ce que le Congolais peut se dire qu'avec l'actuel gouvernement ou le prochain, si vous voulez, dirigeant, on pourra sortir de ces marasmes? On peut sortir de ce marasme lorsque nous allons nous énerver contre les humiliations. Lorsque nous allons identifier les vraies valeurs en interne, lorsqu'on aura dit toute la vérité et les pressions que les dirigeants ont vis-à-vis de ces Occidentaux qui ne veulent pas du bien de nous, qui s'en fichent des misères de nos populations. Lorsque on va oublier les petites querelles internes, des démocraties, d'élections, des gouverneurs qu'on va nommer, etc. Non, c'est pas ça le plus important. Mais parce que si ces pays balkanisés, vous allez gérer quoi? Aujourd'hui, on a la souveraineté sur un espace plus grand que l'Union européenne, là-bas. Non? Si vous voyez le 19 février, je dis bien 19 février 2024, on signe un accord avec le Rwanda. On s'en fiche de tous les processus dits de paix. Le 19 février 2024, ça veut dire qu'on s'affiche de des processus de paix, de tous les sommets que vous voyez, on s'affiche de ça. On dit non, maintenant là, les Rwandais. Qui voulait venir mettre des réfugiés dans les massifs ici? Ce n'est pas les Britanniques. Encore qu'on ne sait pas si ces projets sont mis dans les oubliés. Ce n'est pas mis dans les oubliés. Voilà. On a juste gelé un peu. Maintenant, dans les cas de l'Union européenne, là, même si les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, mais ils ont toujours les accords particuliers, ils vont dire, maintenant vous contrôlez totalement, et d'accord, on active, on vous envoie. Très bien, Jean-Marc Samba, vous nous avez aidé à comprendre mieux ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Un mot d'espoir peut-être pour le Congolais qui en pâtisse? Moi, je pense que nous, les enseignants, nous, la presse, nous, les Congolais avisés, nous devons expliquer à la population que ce qui est en jeu, c'est notre existence. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, à l'instant. Les Indiens ont été exterminés comme ça. Les Indiens. C'est eux qui habitaient les États-Unis, les Indiens. Les Soudanais meurent encore aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Les Somaliens aussi. La Libye est devenue partitionnée en 4 ou à 3. Haftar, l'autre.
la Libye en morceaux. Donc, ce qui est arrivé à d'autres, là, il ne faut pas penser que c'est impossible chez nous. Quand il y a quelqu'un qui me dit non, non, la balkanisation, ce n'est pas possible. Et remarquez d'ailleurs, les diplomates, lorsque vous parlez de balkanisation, ils rigolent. Disant oh non, ça c'est un fantasme. C'est un fantasme. Alors, vous êtes en train de donner le mot d'espoir. Oui, le mot d'espoir, c'est de dire il faut que le gouvernement qui arrive, que le président Tshisekedi soit plus réaliste. Vos plateformes là, avec j'ai autant de députés, donnez-moi autant de ministres, c'est du farfelu, excusez-moi du terme. Vos plateformes là. Oui. Il faut qu'ils regardent ce qu'il est. Pourquoi on doit attendre jusqu'au mois d'avril pour avoir le gouvernement? Pourquoi? On est en guerre. Pourquoi on doit avoir un gouvernement de plus de 50 ministres? Pourquoi faire? Faisons des grands ministères regroupés, trouvons des desks spécifiques, mettons les moyens pour ces desks, faisons de la diplomatie réelle, et vous allez voir qu'on va avoir peur de nous. Voilà. C'est par ce terme qu'on met un point final à ces numéros de plateau spécial. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba de nous avoir aidé, en tout cas, de nous avoir illuminés. En tout cas, moi j'ai été illuminé par vos explications. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, géostratège, journaliste et analyste politique. Merci beaucoup, amis téléspectateurs, pour votre attention soutenue. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé pour la réalisation de ces plateaux spéciaux. Point final pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain, mercredi, en direct, 10h. D'ici là, restez bénis du programme de Univers Télévision. Merci.